Bienvenue au podcast Carrefour en ondes avec Anna et Maë, un podcast où les sujets sont aussi variés les uns que les autres. À chaque épisode, nous explorons des thématiques en compagnie d'experts ou d'invités spéciaux en lien avec le sujet. Si vous êtes aussi curieux que nous, restez à l'écoute. De plus en plus de jeunes peinent à économiser pour l'achat d'une première maison, considérant l'augmentation du coût de la vie et l'explosion du marché immobilier. Autrefois une étape normale de la vie, aujourd'hui cette option semble de plus en plus inaccessible pour les jeunes. Accueillons Martin Julien, représentant hypothécaire Desjardins, et Vanessa Desrochers, courtier immobilier résidentiel et commercial pour Century 21 Elite, pour en discuter avec nous. Alors pour commencer, on va commencer les questions avec Vanessa. Acheter une maison est actuellement difficile pour les jeunes, non seulement en raison des taux, mais surtout en raison des prix de vente élevés. Quels sont actuellement les prix moyens d'une maison au Témiscamingue? Je dirais que c'est variable. On regarde surtout municipalité par municipalité. En moyenne, je dirais, on voit souvent à 250 000, ça serait, je dirais, la médiane du prix actuel sur le marché. Mais si on se compare, exemple, Ville-Marie à Témiscamingue, la ville de Témiscamingue, bien, les prix sont beaucoup plus abordables là-bas comparativement à Ville-Marie. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on regarde vraiment municipalité par municipalité, parce que même Ville-Marie, Rouyn-Noranda, il y a une grande différence aussi. Là, si on regarde Il y a les bords de l'eau aussi qu'il faut tenir compte. Ouais, Des fois, qui sont ouais. beaucoup plus chers, là, mais... Ça change la donne aussi. Puis quand tu dis Rouyn, dans le fond, Rouyn, c'est plus cher Oui. qu'au Témiscamingue. Plus qu'on monte en Abitibi, on voit que ça monte de plus en plus. En fonction des services aussi, plus Ouais. que tu es loin des services, par exemple, La Force, Belle-Terre, tout ça, c'est plus abordable, Ouais. versus plus que tu te rapproches des services, ça Exactement. augmente. Là. La localisation, les services, ça joue sur le prix. Mhm. Est-ce que tu as constaté la même hausse qu'ailleurs dans le prix des maisons? Oui et non. Je dirais que la hausse est quand même pareille partout dans la province du Québec, mais à une marge différente. Dans le sens que dans les grands centres, les grandes villes, comme exemple Montréal, bien, les prix sont beaucoup plus élevés qu'ici, mais ça l'a monté équitablement, je pense, quand même. Le Donc, pourcentage de c'est hausse, sûr, le pourcentage est relativement similaire, mais c'est sûr qu'au Témiscamingue, on est avantagé. C'est une petite région, fait que c'est un petit peu plus abordable que d'un grand centre. L'offre est-elle rare pour des maisons de coût raisonnable pour un jeune qui veut acquérir sa première maison? Quand même assez, je dirais. Bien, ça dépend. Encore une fois, de la localisation. C'est pas rare, mais ça part assez vite, je trouve. Actuellement, là, les maisons abordables, entre guillemets, qui sont entre 80, 100 000, 150, bien, ils partent plus vite que les maisons à 300 000, souvent justement parce que les gens, avec la situation économique actuelle, vont plus aller vers des propriétés moins chères, puis qui vont mettre des rénovations graduellement au fil des années. Parce qu'on n'en voit pas tant que ça, des maisons comme en bas de 100 000. Non, ici, Mettons qu'il y a de l'allure, qui n'est pas juste un... Moi, je pense entre autres à Témiscamingue. Tu sais, souvent, les maisons rangées, c'est plus abordable. Là. C'est ça, Ouais. tout à fait. Témiscamingue, c'est vraiment dans les prix, là, 100 000 et moins, là, même des fois. Là. Mais c'est ça, ils nécessitent des fois plus de travaux. C'est des vieux bâtiments aussi. Mhm. Puis avec la hausse des prix, il y a aussi les personnes qui vendent leur maison, c'est sûr qu'ils vont y aller avec un prix qui est quand même plus haut que l'évaluation municipale, par exemple. Mais en même temps, la demande est quand même là. Ils vont réussir à la vendre quand même. Ouais. Est-ce que ça peut faire en sorte que je sais pas trop comment l'expliquer, là, mais que ça reste tout le temps l'offre et la demande aussi haut ou ça pourrait redescendre un moment donné? Ben, je sais pas si je l'ai vu dans le même sens que toi, mais en ce moment, c'est stable, je pense, là, le marché. Si c'est ça ta question, mettons, Ouais. même les propriétés. Au niveau plus des acheteurs-vendeurs, modestes. en fait. Oui, là, parce que l'offre et la demande, c'est Ouais. plus que les gens vont vendre à un coût élevé, puis que les gens vont acheter à ce coût élevé-là, ben c'est sûr que ça va rester comme ça. Oui. Puis il faut aussi penser que ceux qui vendent une maison, souvent, ils en achètent un autre. Hein. Fait que oui, tu vas faire un gros profit sur une maison que tu vas vendre, mais si tu veux en racheter un autre, tu as le même problème, en guillemets, à acheter de quoi qui est plus cher. Là, fait qu'il faut penser à ça aussi. Là. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs ou possibilités innovantes pour l'achat d'une maison? Un truc qui pourrait faciliter, mettons, je vois souvent là, des gens qui achètent en copropriété, que ce soit avec des amis, de la famille. Il y en a qui c'est des conjoints. C'est sûr que ça l'aide beaucoup pour l'accès à la propriété. C'est plus facile à payer à deux que toute seule. Donc ça, ce serait un des Il y a aussi moyens. peut-être le fait d'acheter un duplex. Hein. Oui. Tu sais, tu peux louer une partie, puis au montant qu'on loue les loyers actuellement, ben si, exemple, on loue un 4,5 et 1 000 $ par mois, ben c'est quand même 1 000 $ de plus qui rentre dans tes poches, qui peut t'aider à faire le paiement d'une première maison. Fait que ça l'aide beaucoup. Là. Puis dites-moi si je me trompe, mais quand on achète un duplex ou un bloc, mettons, avec des appartements, puis que tu vas vivre dedans
le pourcentage d'hypothèque est comme moins élevé? Au niveau de la mise de fonds, Oui. bien, c'est-à-dire que si tu es propriétaire occupant d'un duplex, c'est minimum 5 3 à 4 logements, c'est minimum 10 et plus qu'on monte, bien, ça peut aller jusqu'à 25 de mise de fonds, même des fois 35 dans des cas vraiment particuliers, là, mais généralement. Puis quand c'est strictement locatif, c'est au moins 20 de mise de fonds. Là. OK. Dépendamment du nombre de portes et du projet, là, évidemment. Puisque des fois, ça peut être considéré comme commercial aussi. C'est un autre niveau, en fait. Là. Les vendeurs sont-ils plus ouverts et conscients de la situation des jeunes qui veulent s'acheter une maison? Ou... Bien, je pense que oui. Tu sais, au Témiscamingue, on est des gens qui se tiennent, puis on se connaît à peu près tous. Là. Fait que je pense que les vendeurs ici sont conscients. Oui, c'est sûr qu'ils veulent vendre au prix qui, tu sais, ont toujours un prix en tête, mais sont conscients de la situation actuelle, puis que c'est un petit peu plus difficile avec l'économie qu'on a actuellement, puis la hausse du marché qu'il y a eu dans les dernières années. Est-ce qu'il y a une raison à cette hausse-là? Est-ce que, comme il y a des faits ou quelque chose qui explique la hausse? C'est à cause de la COVID ou... Bien, je pense que tout part de l'offre et la demande. Hein. Oui, c'est ça. C'est sûr que moins qu'il y a d'offres sur le marché, bien, les prix vont augmenter. Peut-être un jour, ça va virer de bord. Puis je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais c'est sûr que depuis la pandémie, il y a beaucoup de gens qui, je pense, qui voulaient revenir en région. Puis il y a aussi le fait qu'il y a des baby boomers qui étaient partis à l'extérieur de la région, ils reviennent en région habitée. Ouais. Fait que ça crée peut-être à la hausse une certaine hausse de prix, c'est ce que je voulais dire. Oui. OK. Vanessa, est-ce que tu pourrais nommer une étape de la démarche qu'on néglige souvent, mais qui peut sauver plusieurs milliers de dollars? Je dirais pas que c'est une étape qu'on néglige nécessairement, mais qu'on n'est pas assez conscient ou conseillé par rapport à cette étape-là, puis ça serait une inspection pré-achat. C'est vraiment super important à faire parce que même si tu penses que ça a l'air tout beau, mais des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas nécessairement en faisant une visite. Donc, ça va éviter les mauvaises surprises, des gros travaux majeurs qui auraient fait en sorte que peut-être vous n'auriez pas acheté la propriété si vous aviez su ça au départ. Donc, l'inspection pré-achat, ça permet de se protéger, c'est ça. Puis de renégocier. Si par la suite, c'est vraiment quelque chose de majeur, bien, tu peux renégocier ou simplement te retirer, mais ça prend vraiment il faut vraiment que ce soit majeur. Comme j'ai dit, c'est pas un aspect qui est négligé, mais il y a des fois, les gens ils savent pas qu'on peut faire ça. Là. Ça m'est arrivé souvent en tant que courtière. Vous devriez faire une inspection. Et les gens, mais là, je vois bien que la propriété a rien de mal, mais des fois, on sait pas, puis ça peut venir par après aussi. On entend souvent, mon père est venu avec moi, puis il connaît ça, puis c'est correct. Oui. Mais Puis est-ce que ça coûte de l'argent de faire l'inspection? Oui. Ouais. Ça a un frais. Ça dépend de l'inspecteur puis de où ce qui vient, mais je pense que ça tourne autour de 600 000 $. Oui, c'est ce que je dirais. OK. Puis est-ce que ça, les propriétaires peuvent demander de faire l'inspection, puis qu'après ça, tu as comme un rapport quand tu fais faire des visites, ou c'est vraiment le visiteur qui demande? Tu peux faire une inspection pré-vente qu'on appelle, mais l'acheteur ne pourrait pas l'utiliser à des fins personnelles par la suite. Exemple, qu'il y aurait un gros vice caché, un litige, il ne pourrait pas l'utiliser à la cour, là, si on peut dire, en justice. C'est pour ça qu'on recommande vraiment de le faire une inspection pré-achat. En tant qu'acheteur, vous déposez une offre puis vous mettez en condition de faire une inspection en bâtiment. C'est bon, parce que même, c'est sûr que moi, je cherche pas encore une maison, mais c'est bon à savoir pour éventuellement. Puis je pense qu'il y en a aussi qui peuvent nous écouter, que c'est important. Là, Je pense qu'au Témiscamingue aussi, on a quand même des maisons. De ce que je vois, les maisons qui sont à vendre, c'est pas des maisons non plus récentes des 10 dernières années. Fait que des fois, ça, il peut y avoir des vices cachés. Maintenant, on passe à Martin. Oui. Quelle part de revenus un jeune devrait-il idéalement consacrer au logement? Bien, je vous dirais, à ce niveau-là, il faut vraiment faire un budget pour être à l'aise financièrement parce que 2 personnes avec le même revenu pourraient avoir complètement des visions différentes au niveau du budget à investir pour le logement. Mais nous, en tant qu'institution financière, on va aller voir 3 éléments pour être admissible au financement. On va aller voir, 1, le dossier de crédit, 2, la garantie, qui est généralement la qualité de la maison, c'est-à-dire est-ce qu'une maison que vous achetez 200 000, est-ce qu'elle en vaut vraiment 200 000? Puis l'autre chose qu'on va pouvoir aller voir aussi, c'est au niveau des ratios d'endettement. Donc, dans le jargon, on dit ATD et ABD. ATD, en fait, ce sont tous vos paiements mensuels divisés par votre revenu brut mensuel. Puis à ce niveau-là, il ne faut pas dépasser environ 35 % de capacité à payer. Puis dans certains cas, on peut aller jusqu'à 44 %. Puis au niveau du ratio ABD, c'est le paiement de la maison
les taxes scolaires, taxes municipales, frais de chauffage, divisé par votre revenu brut mensuel. Puis j'insiste sur le revenu brut parce que nous, on travaille avec le revenu brut, mais quand vous faites un budget à la maison pour se préparer à ça, vous travaillez avec le revenu net. Fait que c'est sûr que ça peut avoir une bonne différence entre les deux, là. Est-ce qu'il y a des outils qui sont disponibles pour les jeunes pour permettre l'achat d'une première maison? Oui, bien, en fait, nous, en tant que représentants hypothécaires, on va vous prendre en charge dès le début du projet pour la préautorisation. À ce temps, vous pouvez le faire en ligne. C'est sûr que moi, je recommande de venir nous rencontrer en caisse pour le faire, pour avoir une idée plus précise du montant que vous pouvez vous permettre. Puis, je voulais aussi dire que depuis environ plus ou moins 1 an et demi, le gouvernement fédéral a instauré le CELIAP. Le CELIAP, dans le fond, c'est un outil qui aide à épargner et le gouvernement va vous donner un retour d'impôt au montant que vous allez investir là-dedans. Puis ce CELIAP-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour votre mise de fonds éventuellement. Donc, concrètement, quelqu'un qui gagne 50 000 $ par année a le droit de mettre 8 000 $ par année dans ce programme-là. Et le fait de mettre 8 000 là-dedans fait en sorte qu'au lieu de payer de l'impôt sur 50 000, vous allez payer de l'impôt sur, exemple, 42 000. Donc, quelqu'un qui a un taux d'imposition, disons, de 25 pourrait avoir un retour d'impôt de plus ou moins 2 000 $ par rapport à ça. Fait que c'est vraiment un outil génial pour ceux qui veulent acheter une première maison. Donc, il y avait le CELIAP, on parle aussi du REER, du CELI. C'est tous des véhicules de placement qui sont utilisés pour mettre de l'argent de côté pour éventuellement acheter une maison. J'ai une question aussi par rapport aux revenus bruts et nets. Pourquoi vous vous fiez au revenu brut au lieu du revenu net? Honnêtement, je ne pourrais pas te dire la raison précise pourquoi que c'est ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand quelqu'un a un ratio d'endettement élevé, toujours avec le revenu brut, bien là, on va conseiller de faire un budget pour être certain que la personne va arriver. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir un ratio d'endettement, exemple, de 40 %, ce qui est très près de la limite autorisée, puis ils vont super bien vivre. Il y en a d'autres qui vont avoir un ratio d'endettement, exemple, de 25 %, puis ils vont être considérés comme à côté, entre guillemets, parce que c'est des gens qui sont tout le temps dans un resto, ça voyage 2-3 fois par année, puis ils ont de la misère à budgéter pour être capable d'arriver, là. Fait que, oui, on travaille avec le revenu brut, mais quand on considère que c'est proche de la limite, là, on va suggérer d'aller vers faire un budget pour avoir une capacité qui est plus réelle que le revenu brut, là. Mais pour répondre à ta question initiale, je ne pourrais pas te dire pourquoi que c'est qu'on travaille avec le revenu brut, là. OK. Vaut-il mieux accélérer l'épargne ou attendre que la baisse des taux? Pour acheter une maison? Oui. C'est sûr que nous, on va conseiller toujours d'épargner, peu importe si les taux sont hauts ou sont bas. Puis on conseille toujours de mettre au moins 3 mois d'épargne de côté pour pallier à peu importe, là, des imprévus. Ça peut être une voiture qui brise ou un bris important dans la maison, peu importe. Fait que toujours mettre 3 mois de salaire de côté net. Tu sais, souvent, les gens, ils viennent me voir en caisse puis ils disent « Ah, j'aimerais mieux attendre l'année prochaine. Peut-être que les prix des maisons vont diminuer ou le taux va diminuer. » Tu sais, on ne sait jamais ce qui va arriver, là. Fait que moi, le conseil que je vous dis, c'est si vous êtes prêt à acheter tout de suite, puis que vous avez la mise de fonds, puis vous êtes à l'aise financièrement, achetez-la à votre maison tout de suite. Ça ne donne rien d'attendre 1 an ou 2 ans, parce que probablement que le prix de la maison que tu vas payer aujourd'hui, 300 000, bien, l'année prochaine, on va être rendu à 310, 315. Fait que le fait d'attendre, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, Vanessa, là, mais tu sais, le prix des maisons, je pense pas qu'ils vont diminuer, là. À moyen long terme, là, ça va tout le temps continuer d'augmenter. Peut-être sur une petite période, oui, ça va peut-être diminuer un petit peu, mais à long terme, là, ça va tout le temps augmenter, là. Fait que... Toujours mieux d'épargner. Puis oui, c'est ça. Tout le temps à mettre de côté, puis quand il y a un projet qui se présente, vous allez être prêt. J'ai une question aussi, oui. Mais pour en savoir un peu plus sur le processus que tu fais dans le cadre de ton travail, tu sais, le processus d'approbation des hypothèques, je ne sais pas trop comment. Préautorisation, oui. Oui, c'est ça. Tu sais, d'expliquer un peu c'est quoi le processus. C'est quelqu'un qui veut s'acheter une maison, mais par quoi qu'il doit passer? Oui. Bien, première étape, c'est de faire un budget. Comme on disait tantôt, là, calculer les dépenses, les revenus moins les dépenses, pour savoir comment il reste à la fin du mois. Puis une fois que ça c'est fait, bien, vous pouvez venir nous voir à la caisse, prendre rendez-vous avec moi. Puis nous, ce qu'on va aller faire pour la préautorisation, on va renseigner les gens sur les mises de fonds, frais de démarrage. Si on pense à frais de notaire, taxes de bienvenue, taxes CHL, rebranchement hydro, ces choses-là. Puis après ça, bien, on va aller qualifier la personne avec son revenu, à savoir jusqu'où il peut aller pour un futur projet de maison. Okay. Donc, on va aller voir, 1, sa capacité à payer, et 2, son dossier de crédit, son pointage de crédit là, avec Equifax. Là. OK. Donc, avec ces éléments-là, on va pouvoir classer quelqu'un, à savoir, oui, tu peux aller jusqu'à 300 000 pour un futur projet.
Par rapport au dossier de crédit avec Equifax, tout ça, tu sais, les jeunes, ils commencent dans la vie. Des fois, il y en a qui peuvent avoir un dossier peut-être moins bon ou certains qui ont juste pas beaucoup d'expérience de crédit dans le passé. Comment que ça peut prendre de temps à peu près pour un jeune de ravoir ou d'avoir un dossier qui passe au crédit? Ouais. Bien, en fait, dès que la personne a 18 ans, on conseille souvent de commencer avec une carte de crédit pour démontrer les bonnes habitudes de crédit. Puis dès que vous commencez, si la carte de crédit est bien utilisée, bien, votre pointage va augmenter graduellement. Puis ça peut prendre un certain temps, mais ça dépend vraiment de l'utilisation du crédit rotatif qu'on appelle, soit carte de crédit, marge de crédit, puis les antécédents de paiement depuis les 6 dernières années. Donc, quelqu'un qui manque un paiement, exemple de carte de crédit ou de prêt auto, bien, ça va apparaître dans son dossier de crédit pendant 6 ans de temps. Okay. Je ne dis pas que le pointage va rester bas pendant 6 ans de temps, mais quelqu'un qui a un retard, ça va faire diminuer son pointage. Idéalement, pour ceux qui nous écoutent, allez voir votre dossier de crédit. Vous avez accès à ça sur plusieurs plateformes, dont Accéder Desjardins. Puis, idéalement, il faudrait avoir un pointage minimum 600 et plus pour pouvoir acheter une maison, mais idéalement à haut de 680 de pointage de crédit. Puis, les facteurs qui vont pouvoir influencer les pointages de crédit, c'est, l'utilisation du crédit, le nombre de demandes de crédit que vous faites, et souvent, on va aller voir le pourcentage d'utilisation d'une carte de crédit ou de marge de crédit. Donc, quelqu'un qui a une carte de crédit, disons, de 500 $ puis qui est toujours près de la limite, exemple à 450, 500 tous les mois, mais ça va faire diminuer son pointage de crédit. Donc, c'est peut-être mieux d'avoir une carte avec une plus grande limite et de l'utiliser plus intelligemment pour ne pas dépasser, disons, 70 % de la limite. Fait qu'éventuellement, votre pointage va augmenter en faisant ça. Là. OK. Puis, admettons qu'on a une carte de crédit puis on paye avec quelque chose. On a combien de temps pour la rembourser? Dans le fond, vous avez 21 jours après avoir reçu votre relevé de carte de crédit pour la payer sans intérêt. Le minimum de paiement, dépendamment des cartes, c'est 3 à 5 % du montant d'utilisation. Mais idéalement, payez-la en totalité à tous les mois. Comme ça, vous ne payerez pas d'intérêt. Là. Parce qu'une carte de crédit avec une bonne limite, quelqu'un qui paye seulement le minimum, là, ça peut prendre plusieurs années avant de la payer. Puis, comme je disais tantôt, si la limite est assez élevée, bien, ça peut faire diminuer votre pointage de crédit. Là. OK. C'est quoi le piège ou l'erreur numéro 1 que tu vois dans les budgets des premiers acheteurs? Bien, souvent, c'est que les gens ne considèrent pas mettre de l'argent de côté. Tu sais, ils font budget, revenu, moins dépenses. OK, j'arrive, mais n'oubliez pas que, même si tu achètes une propriété, continuez toujours à mettre de l'argent de côté pour faire face à des imprévus. Puis l'autre chose puis ça, je suis content que tu me poses la question, mais souvent, là, les paiements de prêts auto sont souvent très élevés. Puis ça peut nuire à une future demande de crédit parce que ça vient affecter votre budget. Tu sais, quelqu'un qui achète un véhicule, disons, 30 000 $, puis ça fait un paiement, je ne sais pas, mettons, de 700-800 $ par mois. Mais c'est 700-800 $ de moins par mois que vous pouvez allouer au logement pour acheter une future maison. Donc, ça a un impact énorme là, sur la future demande de crédit. Là. Donc, faites attention à ça. Là. Essayez pas de... Tu sais, oui, c'est le fun, tu viens d'avoir ton permis de conduire, puis tu veux t'acheter un véhicule, oui, c'est correct, mais essayez d'acheter de quoi dans vos limites sans nécessairement dépasser votre budget. Là. Maintenant, on passe aux questions à deux. Croyez-vous qu'acheter une maison coûte moins cher que louer? Bien, comme on disait tantôt, ça dépend tout le temps des régions. Hein. Tu sais, un 4,5 au Témiscamingue, c'est peut-être pas le même prix qu'un 4,5 à Montréal, mais la maison au Témiscamingue, elle va être probablement pas mal moins chère que sur l'île de Montréal. Donc, à ce niveau-là, le fait d'acheter une maison va créer une valeur éventuellement. Ouais. Parce que la maison, exemple, tu payes 200 000 aujourd'hui, bien, dans 25 ans, peut-être qu'elle va en valoir 400-500 000. Tandis qu'une personne qui va être alloyée toute sa vie, qui va payer, exemple, 1 000 $ par mois, bien, il ne créera pas de richesse. Peut-être que oui, le locataire va avoir un paiement moins élevé mensuellement, mais puis le propriétaire, il faut penser aussi à ses taxes municipales, l'entretien de la maison, les imprévus, réparer les fenêtres, la toiture, ces choses-là. Fait que, tu sais, oui, c'est le fun d'avoir sa maison, mais il faut penser à ça aussi. Là. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, je l'entends dans mon entourage des fois, que louer un appartement, c'est de mettre de l'argent dans le vide. Mais en même temps, j'entends aussi par des personnes, mes parents ou qu'il y a des personnes qui ont déjà leur maison, que c'est mieux de louer un loyer quand on est jeune, vu qu'il n'y a pas justement tout l'entretien, les taxes, toutes ces choses-là. C'est quoi votre opinion? Bien, ça laisse aussi le temps aux gens de mettre de l'argent de côté pour économiser, pour mettre de l'argent de côté pour la mise de fonds, les frais de démarrage, ces choses-là. Là. Tout dépendamment, évidemment, du prix du loyer. Là. Okay. Moi, j'ajouterais que je pense qu'à long terme, non, à court terme, c'est pas avantageux d'acheter. Exemple, tu achètes une maison, mais tu te dis dans un an, je me déménage pour le travail à telle place. Dans ce sens-là, je pense que c'est plus avantageux de louer puis...
Parce qu'une maison, c'est un investissement. C'est ça. là, Ouais, comme ça tu dépend disais, aussi de ta vision. Tu vas-tu rester là pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 25 ans? Si tu penses faire ta vie dans une région, ben go, achète. Là. Ouais. Mais c'est sûr que si tu es de passage, tu sais pas, tu aimes voyager, puis tu peux louer, c'est correct. Puis s'il y a des gens, je la connais dans mon entourage, des gens qui ont loué toute leur vie, puis c'est correct. Là. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais il faut penser aussi à long terme. Là. Mhm. Par rapport au prix des maisons, je me suis toujours questionnée pourquoi il y a un si grand écart entre l'évaluation municipale puis le prix qu'ils demandent. Parce que quand on regarde sur les sites, il est tout le temps inscrit évaluation municipale est évaluée à tant, mais le vendeur demande tant. Là, je sais que ça a été réajusté dernièrement, là, mais c'est quoi qui explique comme la C'est différence? encore au sens de l'offre et la demande. Je pense que c'est vraiment ça qui fait jouer au niveau du prix. Puis c'est souvent, je pense, environ 30% de plus que l'évaluation municipale, là, Souvent. en général. Là. Par rapport à l'évaluation municipale, est-ce que, mettons, j'achète une maison qui est à 200 000, mais l'évaluation municipale est 100 000. Est-ce que je vais payer les taxes scolaires, tout ça, sur le 200 000 ou sur le 100 000? Ça va être sur le 100 000. OK. Mais, tu sais, éventuellement, les municipalités, ils vont prendre les registres des maisons qui se sont vendues sur leur territoire, puis ils vont voir que la maison est évaluée à 100 000, mais elle a été vendue 200 000. Fait qu'éventuellement, probablement avec la moyenne du secteur, bien, probablement que tôt ou tard, tu vas payer des taxes sur 200 000. Mais ça ne veut pas dire que le taux de taxe risque de diminuer aussi. Tu sais. Mhm. Ça dépend aussi de la municipalité et du territoire où ce que vous achetez aussi. Là. C'est basé sur quoi, l'évaluation municipale? Bien, en fait, sur justement les ventes qu'il y a eu dans les dernières années sur le territoire. OK. Puis c'est un outil, mettons, de budget pour les municipalités pour faire le budget. Exemple, une municipalité X qui ont, je sais pas, mettons, 20 millions de valeur municipale, bien, eux vont baser leur taux de taxe par rapport aux 20 millions de taxes municipales pour OK. faire le budget là, annuellement, pour collecter les citoyens pour le budget, en fait. Là. OK. Mettons que je vous dis maison abordable. C'est quoi l'image ou le chiffre qui vous vient en tête en premier? C'est du cas par cas. Là, la maison abordable pour moi n'est pas la même que pour Martin, exemple, pour toi, Annabelle. Je pense que tout le monde a son propre prix, mais moi, je dirais abordable ici au Témiscamingue, j'ai souvent 250 000 dans la tête. Ouais. C'est le médian, je pense. Mais tout va dépendre aussi du niveau de vie des gens. Comme on disait tantôt, le 200 000 pour toi, c'est peut-être pas le même 200 000 pour quelqu'un d'autre. Puis j'avais justement une belle phrase par rapport à ça. Là. Ça va être beau dans le montage, là, mais pour moi, une maison abordable, c'est d'être capable de payer sans compromettre ses besoins essentiels. Fait que de là, tout va dépendre du budget de chacun parce que, comme on disait tantôt, il y a des gens qui aiment voyager, aller dans les restos. Tout va dépendre de ça, en fait. Puis pour terminer, j'avais une petite question. Je ne sais pas si c'est vraiment un phénomène qui est arrivé ou si je l'ai juste halluciné, là. Mais je trouve que d'acheter des duplex ou des blocs d'appartements, on dirait que ça a comme augmenté chez les jeunes ou l'intérêt par rapport à l'achat de ça. Est-ce qu'il y a vraiment plus une plus grosse demande pour l'achat de duplex, blocs? Ben oui, justement, comme tu as dit tantôt, Martin, ça l'aide aussi pour payer aider à ton payer hypothèque. le loyer mensuellement. Là. Puis c'est sûr qu'investir dans les blocs à logement, ben si tu crées une richesse pour le futur, parce que si, exemple, dans 25 ans, ton prêt il est 100% payé, bien, c'est, exemple, tu as 4 loyers à 1 000 $, bien, c'est 4 000 $ par mois qui va rentrer. Là. Fait que c'est un investissement qui peut être très intéressant pour certains. Là. Mais j'ai l'impression qu'avant, on en parlait peut-être moins, puis que c'était souvent plus des... le généralise, là, mais des projets de retraite ou des trucs comme ça, puis que c'est un projet. Puis maintenant, je trouve qu'on entend plus parler, moi, dans mon entourage, de gens qui s'impliquent là-dedans, qui veulent vraiment investir dans tout ça. Fait que c'est comme si, on en parle plus, puis que c'est des solutions d'investissement qui sont... Mais il y a tellement de ressources en ligne à cette heure que la plupart des gens sont au courant déjà de ça. Ça arrive souvent dans mon bureau que les gens viennent me voir, puis ils sont déjà un peu au courant comment ça fonctionne, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 25-30 ans. Là. Mais les réseaux sociaux font en sorte, puis les podcasts comme qu'on fait aujourd'hui font en sorte que les gens sont plus informés aussi. Là. Ce qui est une bonne chose. Hein. Oui, parce que c'est quand même une étape, pour la majorité, c'est une étape dans leur vie, là, de l'achat d'une maison, tout ça. Mais merci beaucoup de votre temps, de votre expertise. Ça fait plaisir, c'était très intéressant. Oui. On va laisser les coordonnées si jamais il y en a qui auraient des questions pour vous ou vous rejoindre pour peu importe le sujet. Donc, merci. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que vous en avez appris davantage sur le sujet. N'oubliez pas que le Carrefour du Témiscamingue est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Que tu sois à l'école, chez toi ou en route pour venir t'établir au Témiscamingue. Appelle ou viens nous voir. On se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt!